Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on évoque un tournant majeur de la Deuxième Guerre mondiale. Plus que le débarquement anglo-américain en Afrique du Nord le 8 novembre 1942, ou la conquête américaine de l'île de Guadalcanal le 8 février 1943, la victoire soviétique de Stalingrad le 2 février 1943 est bien le tournant de la Seconde Guerre mondiale. Mais la victoire est encore plus politique que militaire. Vous voulez en savoir plus sur la tournante de Stalingrad? Venez avec moi. Pour pallier les besoins carburants de l'économie de guerre allemande, Hitler déclenche le 8 mai 1942 un nouveau Blitzkrieg en vue de conquérir les champs pétrolifères du Caucase. La moitié des troupes engagées en Union soviétique, 100 divisions allemandes et 50 alliés, roumaines, italiennes, hongroises, sont concentrées sur le front sud-est. Les forces de l'Axe conquièrent la Crimée et Sébastopol, puis l'est de l'Ukraine et Rostov. Mais Hitler commet alors la même erreur qu'à l'automne 1941. Grisé par ses victoires, il divise ses forces selon deux axes. Pendant que des divisions fonceront vers le Caucase, le gros des forces remontera la vallée du Don pour prendre Stalingrad, isoler l'Oural et ensuite, avec les armées du centre, encercler Moscou. Dès le 23 août, la 6e armée du général von Paulus atteint la Volga et bombarde la ville charnière. Le 12 septembre, disposant de forces deux fois supérieures, les Allemands lancent ce qu'ils pensaient être l'assaut final. Des combats acharnés se déroulent jusque dans le centre et le sud de la ville. Maison par maison, cave par cave, les usines Octobre Rouge et Barricades sont prises et reprises. Vassili Grossman, écrivain soviétique, traduit bien l'acharnement des combats dans Vie et Destin. Hitler veut prendre à toute force la ville de Staline, mais Stalingrad ne tombe pas. Le 19 novembre, le maréchal Djoukov, qui seconde le commandant suprême Staline, lance la contre-offensive, préparée depuis septembre. Le plan Uranus doit couper les armées allemandes stationnées entre le Don et la Volga. Deux groupes d'armées soviétiques partent simultanément du nord-ouest et du sud de Stalingrad. Dès le 22, elles réussissent leur percée et réalisent leur jonction. Les forces soviétiques enserrent la 6e armée et une partie de la 4e armée blindée. Une tardive contre-offensive allemande échoue et les forces de l'Axe sont repoussées bien au-delà du Don, de ce qui rend très difficile le ravitaillement aérien des encerclés. Les conséquences militaires sont immédiates. Les armées allemandes du Caucase reculent de 600 km jusqu'à Rostov et s'échappent de justesse. L'armée rouge reprend l'offensive sur tous les fronts, ce qui l'amènera jusqu'à Berlin. À ce tournant d'histoire, l'Union soviétique a tout juste achevé la reconversion de son économie de guerre. Après avoir replié vers l'Est 1360 usines fin 1942, la production industrielle de l'Oural a été multipliée par 5, et plus encore celle de la Sibérie. Si le nombre d'ouvriers a baissé de 10%, la productivité du travail a cru de 40%. La journée de travail est passée de 8 à 12 heures, 6 jours sur 7. L'Union soviétique produit déjà 2 fois plus de chars et 4 fois plus de canons que l'Allemagne. L'aide alliée est encore aléatoire. Les livraisons américaines ont été interrompues de juillet à octobre. À Stalingrad, si l'armée rouge a une nette supériorité en artillerie, elle n'aligne guère plus de chars que la Wehrmacht, 790 contre 770, et moins d'avions que la Luftwaffe, 1035 contre 1066. Mais cet armement est de bonne qualité. Le char léger T-34 s'impose déjà face au Tigre allemand. Stalingrad n'est cependant pas une victoire du matériel comme le sera la gigantesque bataille de chars de Koursk en juillet 1943. La victoire de Stalingrad est le fruit d'une mobilisation humaine exceptionnelle. Dès septembre 1941, pour compenser les immenses pertes en hommes, le Conseil d'État, présidé par Staline, a lancé un vaste plan d'instruction militaire générale qui allait former 7 millions de soldats en 3 ans. Les généraux de l'état-major ont restauré leur autorité et l'unité de commandement avec la suppression des commissaires politiques aux armées, rendus responsables des échecs antérieurs. Le maréchal Djoukov persuade Staline de regrouper le maximum de forces à Stalingrad et l'armée rouge réussit à aligner en novembre 1942 854 000 recrues face aux 846 000 soldats des forces de l'Axe, 2 tiers allemands, plus des Roumains et des Italiens. La mobilisation de nouveaux soldats complique pourtant le problème de la main-d'œuvre ouvrière et paysanne.
Dès février 1942, 830 000 adolescents scolarisés ont été versés dans les usines pour être rapidement formés comme ouvriers qualifiés par des spécialistes démobilisés. Pour les autres travaux, il est fait appel massivement aux femmes, aux personnes âgées, aux détenus. C'est toute la population urbaine puis rurale qui est mobilisée. À Stalingrad, les comités locaux du parti ont levé une immense milice populaire pour édifier des lignes de fortification, alors que les usines produisent sans relâche armes et munitions, et que des groupes de partisans coupent les lignes de ravitaillement trop étirées des envahisseurs à l'arrière du front. Stalingrad n'est pas qu'une victoire de militaires. Stalingrad s'explique encore par la démoralisation des forces de l'Axe. Les lettres des soldats encerclés ou les mémoires des officiers allemands révèlent comment furent accueillies les nouvelles de l'entêtement d'Hitler et de l'absurdité de ses ordres, à savoir mourir sur place plutôt que de capituler. Nous sommes tout seuls, sans aucune aide. Hitler nous laisse tomber, écrit l'un d'eux. Les Italiens et les Roumains se replient derrière le Don, sont encore plus démotivés. À l'inverse, Staline ne cesse d'exalter la guerre sacrée et d'inviter tout le peuple soviétique au sacrifice commun, en proclamant que la guerre est sacrée parce qu'elle est juste de défendre la patrie et de libérer la terre des ancêtres. Le 22 décembre 1942, un nouvel hymne national remplace l'international. La guerre est sacrée aussi parce qu'elle permet la réconciliation de l'Église orthodoxe et de l'État soviétique. La guerre est certes encore présentée comme une guerre du droit contre le fascisme, pour la démocratie et le socialisme. Mais par une série de glissements progressifs, la guerre est vécue comme la communion des patriotes russes, des citoyens des autres peuples soviétiques et des communistes de toute génération. Tous frères et sœurs aux yeux de Staline, depuis son premier discours à la radio le 3 juillet 1941. Jamais le peuple soviétique n'a été aussi uni derrière son chef charismatique. La coalition des Nations Unies en est renforcée. Le 21 février, le roi George VI d'Angleterre déclare que la ferme résistance de Stalingrad a changé le cours des événements et offre une épée d'honneur à la ville héroïque en témoignage de l'admiration de tout le monde civilisé. Le président Roosevelt salue ses valeureux défenseurs, dont la victoire glorieuse a représenté un tournant dans la guerre des nations alliées contre les forces de l'oppression. Stalingrad soude plus que jamais les Alliés jusqu'à la réunion de Yalta. Une position de force, Staline se permet de faire quelques concessions diplomatiques. Après l'opération Torche en Afrique du Nord, il ne réclame plus aussi fortement l'ouverture d'un second front en Europe, et il ne dénonce pas encore le danger d'une paix séparée à l'Ouest. L'essentiel est alors pour lui d'obtenir le plus d'aide matérielle possible, car l'Union soviétique continuera longtemps à supporter l'essentiel du poids de la guerre contre l'Allemagne nazie. Mais s'il s'est engagé à dissoudre officiellement l'internationale communiste, c'est moins pour rassurer ses alliés sur les objectifs des partis communistes européens que pour ne pas cautionner la stratégie politique de Tito en Yougoslavie. Stalingrad a eu cependant des effets ambivalents à moyen terme. Staline s'est attribué tous les mérites du maréchal Zhukov et sera gratifié du titre de plus grand stratège de tous les temps et de guide suprême. Le culte de sa personnalité prend des dimensions inimaginables, masquant sa responsabilité dans la désorganisation de l'armée depuis 1937 et les désastres de 1941. Khrouchtchev, dernier commissaire politique à Stalingrad, lui reprochera en 1956, 3 ans après la mort de Staline. Vonetsensky, le président du Gosplan depuis 1938, organisme d'État chargé de définir et de planifier les objectifs économiques à atteindre, avait mis en œuvre la décentralisation des décisions, les relations directes entre entreprises, la mobilisation morale des ouvriers, le développement de la production familiale dans les campagnes. Dès 1941, il s'oppose au retour au plan quinquennaux bureaucratique d'avant-guerre, mais il sera condamné et exécuté en 1948. Staline et les militaires imposeront à nouveau une priorité absolue à l'industrie lourde au nom de la défense du camp socialiste et de la mémoire de Stalingrad. Comme on l'a vu, la bataille de Stalingrad représente le véritable tournant de la Deuxième Guerre mondiale. Près de 800 000 soldats, allemands, italiens ou roumains, sont tués ou capturés, dont la totalité de la 6e armée allemande et son commandant en chef enterrant les chances de l'Allemagne de sortir vainqueur de ce conflit. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien.
mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire d'Amiens. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.